Bonjour les amis, bienvenue à Manger c'est beauté. Dans ce magnifique verger de pommes golden, un des symboles des Hautes-Alpes où nous nous trouvons, entre pluie et soleil, ce qui pour un département aussi ensoleillé est assez rare. Elle est voulue, elle est attendue cette pluie. On a rendez-vous avec Jean-Michel Arnaud, le sénateur de ce département, qui va nous emmener voir des producteurs vertueux, comme toujours. Je monte au château de Tallard pour rencontrer le sénateur Jean-Michel Arnaud qui m'a donné rendez-vous ici, devant le château, à 8 h. Ah. Sénateur Arnaud? Absolument. Bonjour Vincent. Bonjour, mais vous êtes le gardien du château alors? Je me contente d'en avoir les clés. Bah, c'est pas mal. C'est les clés de la vallée de la Durance. Et de la vallée de la Durance, c'est l'entrée sur les Hautes-Alpes. C'est le verrou de la Durance, le château de Tallard? Non, c'est la porte d'entrée. Ah bah écoutez, c'est un édifice magnifique. Allez, on va faire quelques pas dans votre ville pour découvrir votre personnalité et votre parcours. Donc Tallard, petite cité des Hautes-Alpes, oui, où nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on peut dire des caractéristiques de ce département? Le département des Hautes-Alpes est un des plus petits départements par la démographie de France, derrière la Lozère et la Creuse, totalement classé en zone de montagne, 162 communes. Uniquement de la montagne? Uniquement de la montagne, des lavandes de la Haute-Provence jusqu'aux neiges de l'Oisan et des Écrins. On parle de montagne, mais on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors le fait d'avoir peu de population, un peu plus de 140 000 habitants dans le département, oui, fait que vous êtes l'unique sénateur. Oui, unique sénateur pour les 162 communes. Et c'est une fonction qui oblige, puisque je dois être l'homme du rassemblement de la haute montagne de la Provence, toutes les sensibilités politiques. L'homme également qui représente les quelques villes des Hautes-Alpes, mais aussi la campagne des stations de sport d'hiver. Donc plutôt un sénateur trait d'union. Combien de temps maire de Tallard alors? Près de 20 ans. Près de 20 ans. Et vous êtes agriculteur vous-même, vous, oui, de parcours, on va dire. Oui, j'ai des racines agricoles, comme beaucoup de Hauts-Alpins, ouais, et je conserve une activité agricole en dehors de mon engagement local et national, de conseiller municipal et conseiller d'agglomération de Gap-Tallard-Durance et de sénateur. Bon, bah, ça tombe très bien parce que vous le savez, Manger c'est voter, c'est une rencontre des producteurs, des agriculteurs, des transformateurs dans le milieu agroalimentaire. Vous les connaissez, vous en faites partie, en quelque sorte. J'en fais partie, mais vous voyez, dans les Hautes-Alpes, on a une image de l'agriculture un peu traditionnelle quand on n'est pas des Hautes-Alpes. L'élevage, la pomme golden, bien évidemment. Mais on a aussi de la pisciculture, mais aussi on a du vin, mais aussi on a des labels de qualité, mais aussi on a des entreprises de transformation qui sont leaders sur leur marché. Premier département bio de France quand même, dans les processus de consommation et une traçabilité. On est des Hauts-Alpins et on est des gens vrais avec des pratiques professionnelles vraies et authentiques et totalement transparentes. Et ça, c'est, je crois, une attente profonde des clients et de nos consommateurs. Jean-Michel Arnaud, j'ai envie de vous croire. Vous allez m'emmener voir tout ce beau monde. Je suis sûr qu'on va passer une belle journée ensemble. Avec plaisir. Bienvenue dans les Hautes-Alpes. Allez. On part à la rencontre de la pisciculture des Écrins. Maxime et Anouk, éleveurs de truites à côté d'Embrun, avant de se diriger vers le restaurant scolaire de Gap où Stéphane le chef nous prépare le déjeuner. Ensuite, rencontre avec Édouard Pierre, éleveur de caprins et d'ovins, mais aussi le responsable des jeunes agriculteurs du département, comme le sont ceux qui préparent le bleu du Queyras, un fromage en attente de son appellation. On terminera la journée au Chai, chez Yann de Agostini, avec le vin des Hautes-Alpes, avant d'aller faire la cuisine chez Thierry Chouin, à l'Araignée Gourmande. Et là, c'est le sénateur qui mettra le tablier. Monsieur le sénateur, où est-ce qu'on est ici, à côté d'Embrun, c'est ça? Oui, absolument. Nous sommes à Châteauroux-les-Alpes, la pisciculture des Écrins, chez Anouk et Maxime, qui sont des producteurs de truites de montagne. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour. L'eau que vous avez dans vos bassins, elle vient d'où? C'est l'eau qui arrive principalement du parc national des Écrins. C'est tout le massif qui est au-dessus de la pisciculture. Vous voulez dire que vos truites, elles boivent pratiquement de l'eau minérale? Mieux même. Mieux que ça? Elle passe même pas dans l'usine. Donc aujourd'hui, la pisciculture, elle est à cet endroit-là et pas ailleurs.
On se doute que les étés caniculaires, même en moyenne montagne, parce que là on n'est pas très en altitude, ça doit vraiment impacter l'élevage des truites. Nous, le changement climatique, on le perçoit d'année en année. Nous, là, cet été, du fait du manque de neige cet hiver, le torrent avait un débit moins fort. Et ça, couplé avec la canicule, a fait qu'en fait, on avait de l'eau dans le torrent à 23 degrés. Ah oui. On n'a jamais vu ça. C'est une piscine carrément, hein. C'est plus un bassin. On a mis en place des choses de façon à ce qu'il n'y ait pas de mortalité. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a eu beaucoup moins de croissance. Et du coup, pour les fêtes de Noël, etc., on va avoir des poissons qui vont être beaucoup plus petits. Alors c'est un sacré pari hein, pour des jeunes de s'installer. Vous n'êtes pas d'une famille de pisciculteurs, vous êtes installé de rien. Hein. Vous avez créé cette entreprise. Ça a été un investissement initial de près de 900 000 €. Ouais. Ouais. Ah ouais, il faut les sortir et vous ne les aviez pas dans votre tirelire, dans votre petit non, cochon. Hein. Comme nous a demandé la banque, mais vous n'avez pas un immeuble? Bah non, si j'avais un immeuble, je ne ferais pas forcément ça. Je serais propriétaire immobilier, j'en vivrais. Voilà. Donc non, c'est vrai que oui, ça a été un gros investissement initial. Oui. Toutes les aides, etc., qui peuvent exister au niveau de l'Europe, pour les aides à l'installation, les aides à la reprise, etc., les pisciculteurs, donc les éleveurs de poissons, n'y ont pas accès. Parce qu'ils ne sont pas dans la bonne case. Mais ça, c'est complètement dingue, monsieur le sénateur. Hein. Cette PAC qui laisse de côté nos pisciculteurs, parce qu'effectivement, ils ne retournent pas la terre. Mais enfin, ils font vivre quand même les produits de la terre et de l'eau. Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour mettre un focus sur ce type d'activité. Il faut qu'on imagine faire évoluer l'accompagnement par le fait que vous êtes à 900 mètres d'altitude et que vous êtes dans une activité de montagne, diversification, et également une capacité aussi à offrir en circuit court du poisson à des montagnards, ce qui n'est quand même pas commun. On peut aller voir les bassins? Allez, c'est parti. Vous m'avez parlé pratiquement d'1 million d'acheter cette exploitation. Combien vous remettez en travaux? Donc nous là, la première phase qui concerne les bassins, c'est près de 400 000 €. Et on refait après un atelier de transformation qui est aussi 400 000 €. Donc vous allez avoir un investissement de 2 millions pratiquement pour être vraiment opérationnel ici. C'est ça. Quasiment 2 millions. Il faut avoir confiance. Vous faites un chiffre d'affaires suffisant pour l'amortir sur combien d'années? L'avenir nous le dira. Ouais. Non, sur 20 ans. Non, ouais. sur 20 ans. Ah, moi, je trouve ça courageux. Hein. Bravo. Hein. Et puis aujourd'hui, s'il n'y a pas de jeunes qui reprennent les exploitations, Eh ben, elles vont crever. Comment on va manger demain, ça Voilà, c'est des poissons qui font 2,5 kg, 3 kg, et avec lesquels on va faire la truite fumée et tous les produits dérivés qui vont avec. Alors là, on comprend le nom d'arc-en-ciel, hein, parce que vraiment, sur le flanc, on a ce côté irisé. Hein. C'est ça. Et là-dedans, on va avoir environ 4 tonnes. 1500 truites, quoi. Ça. C'est bien beau tout ça, et merci bravo pour ce que vous Merci faites. à Hein. Merci. Je suis impressionné par l'ampleur des travaux et vos projets d'avenir. C'est splendide. Merci. Et il faut être deux pour ça, et peut-être C'est même ça. plus. Hein. C'est ça. Bientôt. Merci. Ils sont quand même extraordinaires, hein, ces jeunes pisciculteurs. Ça m'a vraiment bluffé, leur démarche. Et là, on se dirige vers Gap, c'est ça? Là, on arrive à Gap, on va vers le collège de Fontrennes et on va voir le chef cuisinier d'Amont qui va nous accueillir pour nous montrer ce que le département sait faire aussi pour la restauration collective. Collège où j'ai été élève. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour sénateur. Philippe Imbert, référent restauration collective du département des Hautes-Alpes. Il s'occupe finalement de toutes les cantines de nos gamins. Et moi, Vincent Ferniaud, référent, pas grand-chose. Hein, je suis désolé. Enchanté Vincent. Bonjour, chef. Enchanté Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour sénateur. Alors, c'est Stéphane le chef et c'est Philippe qui chapeaute la restauration scolaire, en fait, hein, du département. Alors, dans les achats pour un peu les organiser, Ouais. et dans la gestion des personnels et la gestion des matériels aussi. Ah bah dites Donc donc, tout ce qui se fait de nouveau. vos élèves, ils ont l'air d'être gâtés. Hein. Ils sont gâtés. Ils sont gâtés parce que ça, c'est de la pâtisserie maison, ça? Tout à fait. Ouh là 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 là. Vous êtes en partenariat dans vos achats avec les agriculteurs des Hautes-Alpes? Alors, il faut déjà dire que le département des Hautes-Alpes, ça a une structure un peu à part, de sa géographie et climatiquement. Donc, les achats sont faits de manière un peu chirurgicale et on adapte les productions en fonction des établissements en proximité. Le conseil départemental a tout compris en matière de proximité. Et en même temps, la loi Egalim pose problème dans des territoires comme les nôtres. Parce que finalement, un cahier des charges national ne s'applique pas aux spécificités d'un département comme le nôtre. Et il ne faudrait pas
que la loi Egalim vienne perturber finalement ce que Philippe vient de nous décrire, de l'adaptation locale et de la proximité, la mobilisation de réseaux paysans au service de l'alimentation et donc de la santé de nos collégiens. Et vous, vous êtes chef de formation? Oui. Cuisinier? Oui. Hein? Oui. Et ici, on a des cuisiniers. Et on a des vrais cuisiniers. C'est important. Quand on veut faire de la bonne cuisine, il vaut mieux avoir des cuisiniers que des opérateurs de matériel. Avec des formations de pâtissiers. Les seconds sont des vrais cuisiniers. Les aides de cuisine ont des formations annuelles sur la mise en place des productions froides, plus précisément. On a des super cuistots. Donc aujourd'hui, dans tous les établissements, le prix vendu du repas aux familles, c'est de 3,60 €. 3,60 €. 3,60 €, Voilà. sans condition de ressources. Sans condition de ressources. C'est quoi ce beau gâteau que vous êtes en train de faire là, Stéphane? C'est un gâteau aux noix avec des mendiants. C'est typique provençaux. Chocolat, noix, après amandes, orange confite et raisin. Mais dites donc, et vous achetez ça où? Alors on l'achète pas, c'est produit maison. C'est fait à la maison? C'est fait ici, ça? C'est fait ici, vous voyez, avec du lait, du lycée agricole qui est juste en face et des œufs bio. Je vois qu'il y a plein de petites chutes là sur le côté. Là. On peut goûter, Stéphane? Il n'y a pas de souci. Voilà. On va taper dedans. Allez, on va goûter ça. Bravo Stéphane, bravo aux équipes. Hein. Non mais j'en reviens pas. Et j'ai l'impression que les élèves, ils doivent passer plus de temps à la cantine qu'en classe. C'est aussi une fierté de voir un élève dire ah ben on a bien mangé, chef, c'était très bon. On travaille pour ça finalement. Et ici, on fait un peu du sur-mesure. Il faudrait que la loi Egalim, elle soit aussi un peu sur-mesure selon les territoires. Absolument, adapté au territoire. Finalement, c'est ce qu'attendent les gens. Bon, Jean-Michel Arnaud, on quitte votre collège et je crois qu'on va rencontrer un personnage important dans l'agriculture locale. Oui, nous allons en Selle, dans le Champsaur, voir Édouard Pierre, qui est le président des jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes, avec son épouse, qui est éleveur caprin et ovin. Un gars qui a vu le loup, lui. C'est ça. Bonjour, bonjour. 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 Si je comprends bien, à en juger par les remontées mécaniques, on est sur une piste de ski, là. L'hiver, c'est une piste de ski, mais l'été, c'est avant tout une prairie. Et les stations de ski aiment beaucoup avoir à l'automne une herbe qui est mangée pour avoir un manteau neigeux qui est stable sur la piste de ski. Bon, aujourd'hui, au village d'Ancel, chez les éleveurs, il y a une émotion particulière parce que vous avez eu une attaque de loup ce matin même. Ouais, on a eu encore 14 brebis prédatées la nuit passée. C'est vrai qu'ici on est soumis à la prédation comme l'ensemble du département, mais c'est vrai qu'on fait partie des communes les plus prédatées de France et qui remet aussi un peu en question, parce que vous voyez là, le plein air, l'extensif, ce modèle est remis en question aujourd'hui parce que des agriculteurs font le choix de rentrer les animaux, de labourer les prairies, d'implanter du sorgho, du maïs par exemple, pour pouvoir alimenter leurs animaux en bergerie. Donc on est en train de remettre aussi en péril des filières entières, des façons de faire et des modèles qui étaient durables. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants ? Clairement, oui. Avoir ses parents qui dorment aux brebis 40-50 jours dans une saison, c'est pas une vie pour des enfants. Et nos enfants ont peur du loup. Hein. Nos enfants, ils vivent avec cette... Sur le chemin de l'école, il y a cette ombre qui plane. Ils en parlent, et puis il y a eu des attaques très proches du village à Ancel qui ont quand même fait réfléchir, je pense. Même les gens du village, quoi. Aujourd'hui, le loup est protégé et il est en nombre sur le territoire national. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc en termes de biodiversité, l'espèce n'est plus, me semble-t-il, menacée, en danger et menacée. Nous, on est des gens de terrain, on défend nos éleveurs, on défend aussi la biodiversité et cet équilibre qu'il faut retrouver. Et l'équilibre, c'est la main de l'homme qui doit le mettre et parfois le fusil pour prélever davantage quand ces déséquilibres sont constatés avec toutes les conséquences humaines, économiques et paysagères, j'ose le dire, sur nos territoires. Parce que s'il n'y a plus de pâturage, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de station de ski. Certains veulent ça, pas nous. Parce que nous, on veut une agriculture active, une agriculture présente et une économie en filière qui permette de vivre au pays, en montagne, pas seulement 2 mois dans l'année, mais tout au long de l'année et pour des générations. Alors on sait bien que ce loup, c'est un vrai problème. Mais il y a un autre animal qui vient de faire son apparition et qui mange les parcelles, là. Je veux parler des panneaux photovoltaïques, parce qu'on a l'habitude de les voir souvent sur les toits, mais ici, ça prend de plus en plus de terrain. C'est vrai que sur un département comme les Hautes-Alpes, on a 10% du territoire qui est labourable. Donc le photovoltaïque au sol, on n'en veut pas. Équipons déjà tous les bâtiments publics, les parkings, même les maisons d'habitation privées, et ne rajoutons pas encore le photovoltaïque au sol sur de la consommation de terres agricoles. Équipons ce qui est équipable. Jean-Michel Arnaud, est-ce que le château de Tallard est prêt à recevoir des photovoltaïques sur ses toits? Le château est un monument historique classé, ça sera difficile. Oui, mais ce que je crois surtout, c'est qu'il faut qu'on tente dans ce département
à être sur une forme d'autonomie en énergie. On a l'énergie hydroélectricité héritée de nos anciens avec le lac de Serponçon et les aménagements sur le Buëch. Moi, j'appelle au dialogue entre les parties prenantes, un dialogue exigeant, parce qu'on ne pourra pas non plus balafrer le département avec des pylônes partout. Donc il faut qu'on ait une logique d'autoconsommation et d'autosuffisance départementale. Et puis je le dis aussi, il y a une petite musique qui se développe dans le département qui est de dire on ne va pas développer non plus trop de photovoltaïque pour alimenter en énergie les métropoles et en ayant un impact chez nous. Parce que je crois que le partage, c'est aussi le partage des contraintes et pas simplement les mettre dans l'arrière-pays, là où il y a de beaux endroits, de beaux agriculteurs. Oui, parce que les paysages, ça vaut quelque chose ici, hein, dans les Hautes-Alpes. On le sait, hein. C'est un atout incroyable. Alors dites-moi, quand vous me disiez que dans les Hautes-Alpes, ça grimpe tout le temps, ben c'est vrai. Hein. Ça se mérite et le plus méritant, c'est quand même l'éleveur qui élève ses bêtes là, pour faire du bon lait, pour un signe de qualité qui est le bleu du Queyras. Regardez celle-là, là, un anneau dans le nez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? En fait, on a mis un anneau parce que c'est une des seules vaches qui tête les autres en fait. Ah oui, c'est une voleuse de lait. Voilà, donc du coup on a mis ça pour empêcher qu'elle aille le faire en fait, et du coup l'autre vache part. Donc c'est la seule du troupeau qui a ça, et ça nous embête, mais bon c'est comme ça. Et ici, sur cette exploitation, vous travaillez en bio? Voilà, nous on est en bio depuis 1998 ici. Ouais. C'est mon père qui était passé à l'époque. Depuis on y est. Notre lait qui va à une fromagerie, donc cette fromagerie valorise notre lait en bio aussi. Alors c'est pas une rareté dans les Hautes-Alpes le bio? Oui, on est le premier département par la surface converti ces dernières années. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans toutes les filières. De la lavande au sud, en passant par les productions laitières, il y a vraiment un gros effort de transition qui a été mis en place par les éleveurs de ce département. Il n'y avait pas eu beaucoup de choses à changer pour pouvoir passer au bio et arriver à avoir, parce que notre département était quand même aussi assez propice à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous permet aussi d'avoir quand même une image un petit peu plus positive là-dessus, quoi. Je remarque que vous êtes habillé en bleu. Oui, mais c'était pour être raccord avec le sujet du jour. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'est la fierté aux Alpines. Ça manque cette AOP ici. Oui, ça manque. Et puis c'est surtout la consécration aussi de toute une filière qui se mobilise. Je rappelle qu'on est un des rares départements de France à avoir plus d'installations que de départ à la retraite en agriculture. Donc c'est bien cette dynamique qui permet d'enraciner dans la durée une stratégie agricole avec des exploitants, des emplois localisés sur des terroirs qui sont beaux mais pas toujours faciles à valoriser économiquement. Le lait, c'est une matière première qui ne se vend pas au prix où il devrait se vendre, donc il faut transformer pour valoriser sa production. C'est vrai qu'aujourd'hui, la seule possibilité pour remettre un petit peu des jeunes dans ce domaine-là, c'est d'avoir un prix du lait qui soit rémunéré. Enfin, il n'y a que par le fromage et par la valorisation du produit qu'on pourra y arriver. Mais moi, avoir les vaches broutées là dans le champ, ça m'a donné un tout petit peu faim, puis pas d'herbe. Je goûterais bien le bleu du Queyras. Et bien on va y aller, on va passer par la nurserie, faire un tour voir les veaux qui sont nés cet automne. Ça, voir les veaux, c'est sacré, hein. Allez, allons-y. Allez. Oh, la nurserie, que c'est mignon. Oh oui, ça. Lui aussi, il est pas vieux, hein. Il est content. Il est content de nous voir. Oh, une belle couleur, hein. Une belle moisissure, là. Pour qu'il soit labellisé normalement dans le bleu du Queyras, il faudra qu'il ait minimum 30 jours d'affinage. 30 jours d'affinage. Voilà. Alors, c'est toujours la surprise. Oh là 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 là. Quelle merveille. Voilà. Donc ce fromage, qui pour l'instant n'a pas d'appellation d'origine, est en instruction, comme on dit, auprès de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, pour obtenir une AOP. C'est en bonne voie? Donc ça fait 6 ans qu'on travaille sur la démarche, donc monter un cahier des charges, les retours entre l'INAO et le collectif, la Chambre d'agriculture. Le dossier est quand même fini et on va avoir quand même encore au moins 2-3 ans d'études pour pouvoir arriver à la fin, quoi. Donc ça fait au moins 8 ans de travail pour pouvoir arriver, j'espère, au but. Très bon. Ça reste quand même assez doux, mais il y a quand même un petit goût de bleu qui revient par-dessus, quoi. C'est vraiment très bon, hein. Ah ben, ceux qui ne connaissent pas encore le bleu du Queyras, je vous conseille, un peu rare chez les fromagers encore, en tout cas pas dans la région, mais mérite d'être visité l'été, par exemple, au moment des randonnées, hein, monsieur le sénateur. Absolument, c'est un très bon complément pour l'effort. Après, un bon morceau de fromage comme ça, c'est le réconfort absolu et garanti. Bon, Jean-Michel, c'est bien le bleu du Queyras, mais il faudrait peut-être un petit coup de pinard avec. Pas du pinard, Vincent, du molar, le cépage endémique des Hautes-Alpes.
à découvrir chez Yann de Agostini, producteur bio à Théus. On arrive en pleine vendange là. Ah oui, sous la pluie, c'est le dernier jour de vendange des rouges, donc on est un petit peu bousculé, puis on a des défilés de pluie qui arrivent depuis ce matin. Donc les uns derrière les autres comme ça, ouais, c'est ça. des averses. Donc les vendangeurs, ils en babent un peu parce que c'est pas drôle. Ils sont trempés et ils languissent de finir. Mais monsieur le sénateur, vous aussi vous faites du vin, non? Un petit peu? Oui, en fait on a un vignoble dans les Hautes-Alpes, qui est un nouveau vignoble, 150 hectares à peu près, et qui connaît un renouveau là, depuis une vingtaine d'années. Et puis, grosso modo, l'économie de la pomme pose question à des tas de niveaux. Et il y a une reconversion progressive d'un certain nombre d'arboriculteurs vers la viticulture. Et je fais partie modestement de cela. Et ça veut dire que la viticulture, serait-elle en terrain difficile, reste plus rémunératrice que le fruit en général? Le fruit, c'est compliqué parce qu'il faut des gros tonnages pour être compétitif. En vigne, on peut mieux valoriser. Et donc, on peut choisir à quel prix on vend ses vins. Et donc, on est sur des marchés de niche parce que des petites productions, sur des cépages rares et sur des vins d'altitude, ce qui est relativement rare en France. Et donc, puis, vous êtes reconverti en bio ici? Et moi, je suis en bio, effectivement. Depuis combien de temps? Moi, je suis en bio depuis 2013. Ah oui? Il y a au moins 50% des volumes qui sont en bio aujourd'hui. Alors, c'est favorisé en général par le fait que, sauf aujourd'hui, les Hautes-Alpes, c'est un des départements les plus ensoleillés de France. 300 jours de soleil garantis par an. Sauf quand les Parisiens débarquent. Exactement, mais ça, c'est une habitude. Mais on aime beaucoup les Parisiens et les touristes parce qu'une grande partie de notre production, de fruits, mais surtout de raisins, et donc de vin, est commercialisée en circuit court, essentiellement pour les touristes qui nous fréquentent. Voilà. Alors, c'est vraiment le principal de votre production ici, les cépages autochtones? Alors pour moi, au domaine du Petit Tout, oui, c'est 90% de la production. J'ai un petit peu de Cabernet en dessous, j'ai un autre vieux cépage qui s'appelle l'Espana, mais sinon c'est que du Mollard, oui. C'est le cépage qui est le plus adapté à la région aujourd'hui et je trouve qu'il est intéressant à travailler parce qu'on ne le vinifie pas ailleurs. Il a un cycle qui est assez court, donc il évite les gelées de printemps et il est mûr avant les gelées d'automne. Donc on arrive à faire exactement ce qu'il faut ici avec. Et je rappelle que cette espèce de pruine bleue que l'on voit dessus, ce n'est pas des produits phytosanitaires, du cuivre qui est bleu par exemple, c'est vraiment naturel et ça indique que le raisin n'a pas été trop touché. C'est très bon signe en fait, c'est que le raisin est hyper frais en fait. Si vous passez le doigt dessus, vous enlevez la prune. Et la prune, c'est une protection naturelle du raisin en fait. Et pas du tout des résidus de produits phytosanitaires. Ah, attendez, faut se pousser. Voilà la vendange du jour. Oh, c'est beau ça. Ouais. Ça part où là? On part à la cave. C'est pas très loin? Non, juste à côté. On peut aller voir le travail au chef? Ouais. Allez, je vous suis. Parfait. Alors on va goûter une Marsanne. Ah, génial! La Marsanne, c'est le grand cépage blanc des Côtes-du-Rhône du Nord. Donc c'est un cépage qui me sert à faire une cuvée d'assemblage où je mets de la clairette blanche, de la Marsanne et de la Roussanne. La dégustation du vin en première fermentation, quand il est un peu bourru, ce vin bourru, c'est très difficile de voir le potentiel. On juge sur quoi? On peut juste voir l'équilibre qu'on a sur les raisins et se dire voilà, on a ce qu'il faut en acidité, c'est relativement mûr et puis c'est sain. On sait que les jus sont déjà de bonnes conditions pour fermenter correctement en fait. Mais arriver à présager du devenir du vin, c'est encore compliqué à ce stade. Donc on va être très très peu à goûter cette Marsanne. Ouais. Et puis vous aussi, grâce à nous. Enfin, un peu virtuellement, j'avoue. Mais croyez-moi, c'est bien. Alors le bleu, du blanc, du rouge, on est bien en France. Ah non, c'est pas la France, c'est un bout de France, les belles Hautes-Alpes. Bonsoir. Bonsoir Thierry, ça va? Parfaitement. Bonsoir Thierry. Alors, comme je sais que la main-d'œuvre est plutôt difficile à trouver en restauration en ce moment, j'ai trouvé de la bonne volonté. Le sénateur Arnaud qui a hâte de mettre le tablier. Eh bien, moi aussi j'ai hâte, on va attaquer. Allez, allons-y. Allez. Famille d'agriculteurs, Sciences Po, maire de Tallard, sénateur, ça mène à la cuisine. C'est pas beau ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette là? La base, on va être sur donc, de l'agneau labelle et de cisteron, des légumes rôtis, tout simplement. Il est où l'agneau là? L'agneau, il est derrière, je vais le chercher. Ah bah oui, oui quand même. Allez, je l'amène. Il y en aura assez pour 3 là, non, je pense. Je pense, suivant votre appétit. Alors là, moi ce que j'aime bien, c'est de voir que dans un restaurant comme celui-ci, on n'achète pas piécé quoi. Alors ça nous prend du temps, mais en même temps on peut faire les jus. On travaille tout de A à Z. Et là, qu'est-ce qu'on va récupérer comme morceau? Alors, on lui fait faire la cabriole. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai juste prélevé le filet. Moi, je trouve ça magique de voir ça. La qualité est là. Et c'est la moitié de la recette. Faut retirer pas trop de gras, Thierry, pensez à moi. Donc là, on va passer sur les légumes qu'on va travailler tout simplement, vous allez voir. Ah, ça, c'est des potimarrons.
le fenouil. Là, c'est la Provence qui remonte, là. Et là, juste une échalote, dit échalion, huile d'olive, un peu d'assaisonnement. On prend le temps de poivrer, et là, c'est du thym. Et ça permet de parfumer un peu la préparation. On taille droit, on taille en petits cubes. Ça va me permettre de le fondre plus facilement dans la crème. C'est un peu le beurre, quoi. Ouais. Voilà. Jean-Michel, pendant que vous découpez des cubes, là, j'étais en train de me dire, tous les Hauts-Alpins défendent l'écologie de leur département le mieux qu'ils peuvent, donc vous êtes écologiste dans l'âme? L'écologie, c'est vivre avec son environnement. Nous vivons avec notre environnement et nous avons hérité de nos aïeux un environnement précieux. L'objectif, c'est de pouvoir vivre dans ce département en transmettant le moment venu un département intact, mais qui aura su s'adapter et qui aura su accueillir de nouvelles populations, se renouveler. Quel message que vous portez au Sénat pour défendre votre territoire? J'essaie surtout de défendre la cause de la montagne. Parce que vous l'avez bien vu, durant toute la journée, on ne fait pas de la pisciculture, on ne fait pas du bleu du Queyras, on ne fait pas même des potirons comme ici dans cette salle de restauration, de la même manière ici en haute montagne qu'on le fait dans la plaine de la Beauce ou simplement dans la plaine de l'Île-de-France. Donc il faut adapter nos critères, adapter les accompagnements à nos professionnels liés à la montagne, parce que la montagne, finalement, on y vit toute l'année, mais on peut y travailler réellement que 6-8 mois. Le reste de l'année, on a des contraintes hivernales, on a des difficultés de déplacement, et ça doit être pris en compte dans le cadre d'une politique d'aménagement du territoire, parce que c'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Bon, il faut bosser un petit peu. Je vais continuer à faire mes petits cubes. On cause beaucoup, mais il y a quand même du boulot, et puis la sauce va pas être prête. Hop, je mets tout, Thierry. On met tout, on met tout. Ça va être on du va bon, tester. ça. Ça y est. Ah, bah c'est nos légumes, là. Les fameux potimarrons. Qui va servir de centre d'assiette, du coup. C'est ça. L'agneau. Rosé à souhait. Rosé, mais rosé, c'est un rose tendre. Et la sauce du sénateur. D'ailleurs, ça s'appelle une sauce sénateur au bleu du Queyras. Le produit, c'est lui la star. Et les fameuses carcasses qu'on garde, tout ça, là. C'est fameux, hein. Très, très bon. Thierry, je suis content de vous connaître pour l'agneau, mais sénateur, je suis content de vous connaître pour la sauce. Merci Vincent. Merci Thierry. Ce qui suit est totalement privé. Ça ne vous regarde pas. En revanche, on sera heureux de vous retrouver très bientôt sur Public Sénat pour une nouvelle émission de Manger c'est voter. À bientôt. Je le fais. Hop. Ah oui, mais il y a le hop en même temps. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Clap. Ah, faut rien dire. Ça, c'est un beau clap.